Le professeur Victor Benoît est né dans le département de l'Artibonite en Haïti. Diplômé des hautes études internationales de Port-au-Prince, il a fondé le collège Jean Price Mars où il enseigne l'histoire et les sciences sociales. Il a créé plusieurs partis politiques et ainsi, l'ex-ministre de l'Éducation nationale et des Affaires sociales se donne pour devoir de combattre la dictature et l'exclusion sociale avec une pensée qui promeut un système de démocratie basé sur la justice sociale. Il a écrit et publié plusieurs études, dont l'une d'entre elles, Bataille électorale et crise politique en Haïti, de 1807 à 1957, dans laquelle il présente les crises politiques et les batailles électorales en ordre chronologique des événements de 1807 jusqu'à la prise de pouvoir de François Duvalier en 1957. Benoît tisse un lien entre les batailles électorales et les crises politiques en introduisant la mauvaise gouvernance comme le premier facteur de la dysfonction de la société haïtienne à travers les pages de ce livre. Il nous permet de remonter à notre histoire en tant que peuple avec des crises et des conflits dans la lutte pour le pouvoir. Voilà. Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Victor Benoît et avec deux ou trois tomes de ses livres, Bataille électorale et crise politique en Haïti, de 1957 à 2011, tome 2, et un autre, des dates incontournables de l'histoire d'Haïti au XXe siècle, tome 2, de 1987 à 2000, c'est-à-dire il y a beaucoup de parcours, hein, beaucoup d'explications dans ces deux livres-là. Alors, vous avez parlé de 2 siècles de mauvaise gouvernance quand il s'agit de notre pays. Où est-ce que cela nous a amené? Est-ce qu'il y a vraiment un point politique qui détermine un peu le destin de notre pays, puisque nous avons eu 2 siècles de mauvaise gouvernance? Bon, Comment les évaluer? bon, et dans mon cas, avec objectivité, c'est-à-dire avec le souci de dire la vérité. Et ça fait 2 siècles qu'on a eu l'indépendance de 1904 à nouveau, et ça a dépassé 200 ans. Et je ne dis pas que ce soit une éternité, mais 200 ans, et c'est amplement suffisant pour qu'un pays démarre, et dans le sens du progrès. Et qu'est-ce que nous observons? Et nous sommes un pays qui a étonné le monde en 1804 pour avoir remporté une victoire spectaculaire sur la plus grande puissance du monde à l'époque, la France de Napoléon, qui faisait trembler l'Europe, dont l'armée était victorieuse partout, hein, et en Europe, hein, et en Égypte, hein, et pourtant qui a mordu la poussière sur la terre de ce domaine. Et ce faisant, nous avons tourné une page de l'histoire universelle. On nous a fait comprendre que le nègre était inférieur, nous ne pouvions rien résoudre, nous ne pouvions rien régler de valable, et nous avons prouvé que nous étions et nous appartenions à une race d'hommes extraordinaires. Hein? Nous avons non seulement combattu l'esclavage, mais nous avons offert Haïti comme une terre de liberté à tous les êtres humains qui souffrent. Hein? Et Dessalines a dit dans sa constitution que n'importe quelle personne, n'importe quel être humain, hein, qui souffre de l'esclavage, à partir du moment où il arrive sur la terre d'Haïti, il est libre. Et ce n'est pas seulement une disposition théorique, mais dans la pratique, il a aidé également, nous-mêmes, Pétion, etc., ils ont aidé d'autres peuples de l'Amérique latine et de la Caraïbe à accéder à l'indépendance, etc. Donc, nous avons prouvé que nous sommes grands nègres, nous sommes peuple qui est porteur de grands idéaux. Bon, cela dit, et nous avions prouvé ce que nous ne voulions pas. Nous avons rejeté les mauvaises choses. Maintenant, il nous fallait construire un pays, il nous fallait construire
une société nouvelle. Et comment l'empereur Dessalines avait-il conçu cette société? Pour lui, on devait construire un pays pour Haïti. Hein? On devait construire un État pour Haïti. Hein? Mais qu'est-ce que ça signifie? Consolider l'indépendance politique, ne pas perdre l'indépendance politique. Cela signifie reconstruire l'économie, non pas dans le sens des intérêts de l'ancienne métropole, des grandes puissances, mais construire une économie pour Haïti. Hein? C'est-à-dire que nous n'avons pas de grands moyens, nous n'avons pas de grands techniciens, mais il a dit, nous avons la terre, nous avons des bras. Alors mettons la terre au travail, faisons travailler la terre à l'aide des bras, nous allons produire, nous allons vendre les produits à l'extérieur, et l'argent, nous allons l'utiliser pour acheter des armes pour la défense du pays, nous allons acheter des biens d'équipement pour faire des manufactures, hein, et les produits fabriqués, nous allons nourrir la population et nous allons vendre également. Donc, tout cela au service du pays. Donc, il voulait construire pour Haïti. Maintenant, il se trouve que l'entente, l'union qu'on avait construite à l'Arcaïe, l'union a éclaté. L'union a éclaté. Hein? Ce qui était la base de cette union, c'était la menace que la présence française faisait peser sur la tête et des Noirs et des Mulâtres. À partir du moment où le français n'était plus là, eh bien, la vieille rivalité, hein, entre Noirs et Mulâtres a repris le dessus. D'accord? Alors, ça a repris le dessus. Et maintenant, il y a une partie de l'élite mulâtre et noire, je dis les deux ensemble, une partie de l'élite mulâtre et noire, eux même qui ont laissé de côté l'idéal des Saliniens et qui ont pratiqué Sandarele chaque coup que pour Géo. D'accord. Hein? Mais, donc, ce fut la mauvaise gestion. Qu'est-ce qui nous a fait? Pourquoi est-ce que nous avons failli? Mais c'est parce que pourquoi nous avons failli? Nous avons mis de côté l'intérêt national. Hein? L'intérêt national qui consistait à construire une société en faveur de tous. Maintenant, l'élite mulâtre dit que les terres laissées par les colons, c'était les terres de leur père, ils doivent être les seuls propriétaires. Les généraux noirs disent qu'ils doivent être les propriétaires parce qu'ils avaient lutté sur les champs de bataille. D'accord? Les masses n'ont rien. Donc, pour ces deux élites-là, il n'est pas question de construire une économie pour tout le monde. Chacune de ces fractions, hein, s'est évertuée à prendre sa part de l'héritage colonial. Oui, mais ce schisme-là qui est arrivé en Haïti, oui. Est-ce que c'est pas vraiment le résultat, si vous voulez, d'une entreprise peut-être internationale ou du monde international? Écoute donc, il y a eu une complexité de l'affaire. Il faut tenir compte de deux facteurs entrecroisés. Yeah. Pour moi-même, le premier facteur, il y a eu les rivalités internes entre les deux élites, et ça n'a pas commencé en 1804, en 1806, ça a commencé depuis 1796, yeah. Hein, avec l'affaire Villatte, d'accord. Hein, qui avait opposé Villatte, leader des anciens libres, des Mulâtres du Nord, et Toussaint Louverture, et qui s'était renouvelé également lors de la guerre civile du Sud, hein, entre Toussaint et Toussaint Arigo. Bon, maintenant, la présence de l'armée expéditionnaire a obligé ces deux élites à se mettre d'accord. Maintenant, le blanc n'étant plus là, la vieille rivalité a repris le dessus. C'est ça, vous avez si bien dit, les antagonistes. Oui, ça a repris le dessus. D'accord? Alors, maintenant, il y a les grandes puissances de l'époque, les grandes puissances colonialistes, hein, racistes également, qui voyaient de mauvais œil l'indépendance d'Haïti.
D'accord? Pour eux, c'était donc un mauvais exemple. Donc, cette indépendance ne devait pas réussir. Haïti ne devait pas réussir comme pays indépendant. Hein? Voilà. Alors, ces puissances-là ont joué. On a voulu empêcher cette contamination, cette contagion. On joué, n'est-ce pas, pour faire échouer Haïti. Alors, maintenant, elles ont manœuvré de différentes manières. Hein? Il y a des menaces d'ordre militaire venant de la France, il y a des menaces, il y a des manœuvres diplomatiques, il y a des manœuvres d'ordre commercial, etc. Il y a eu la corruption, etc. De toute façon, ces manœuvres-là ont trouvé en Haïti un terrain propice. Le terrain propice, c'était donc la rivalité interne d'Haïti. Donc, il y a eu, entre les élites. Il y a eu ce qu'on appelle une conjonction de facteurs. Le premier facteur est d'ordre interne, le deuxième facteur est d'ordre externe. Alors, il y a la combinaison de ces facteurs-là, et ça a contribué à bloquer le pays. D'accord? Et quand, pour comble, on a eu l'ordonnance de 1825, hein, imposée par Charles et par le roi français, hein, Charles X, hein, à Haïti, et que Boyer a accepté. Maintenant, ça a été un coût financier qui a été très dur pour le pays. Pendant longtemps, on a dû immobiliser toutes les ressources financières du pays, hein, à payer une double dette de l'indépendance, laquelle indépendance pour laquelle on avait lutté, qu'on avait conquise. Okay. Il y a certains chercheurs qui disent que Boyer et d'autres ont été volontaires, c'est-à-dire c'est eux qui ont appelé la France pour dire que, bon, voilà, nous allons payer. Il faut, une fois pour toutes, résoudre ce problème. Nous sommes disposés à payer à la France ce qu'il nous faudra pour que nous puissions être reconnus par le monde international. Et il y a une théorie de ce genre. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'il serait possible aux dirigeants d'Haïti de se porter volontaire pour vouloir payer la dette, et même sans la demande express, si vous voulez, du gouvernement français? Il n'y a pas de recherche à faire. Ouais. Il y a les faits à rappeler. D'accord. En 1814, quand la France a envoyé des émissaires en Haïti pour traiter avec les deux chefs d'Haïti à l'époque, Christophe dans le nord et Pétion dans le centre, dans l'ouest et le sud. Christophe a une position ferme, radicale. Il a fusillé Franco de Medina, hein, et Pétion lui-même a été complaisant. D'accord? Pétion a dit aux émissaires français que Haïti serait disposé à donner à la France des moyens pour indemniser les anciens colons. Donc, l'offre est venue d'un chef d'État haïtien qui s'appelle Alexandre Pétion. À cette époque, la France obtue, ne voyant pas encore clair, la France a refusé. Mais à la longue, longtemps après la mort de Pétion, ils sont revenus. Boyer, qui était de la même veine que Pétion, n'est-ce pas? Et de la même classe sociale que Pétion, n'est-ce pas? On s'est collaborateur de Pétion, d'accord? Mais a suivi la ligne de son ancien maître à penser. Il a suivi la ligne de Pétion. Hein? Donc, les Français ont dit, OK, acceptons l'offre de Pétion, d'accord? Ils ont accepté de travailler dans le sens de la proposition de Pétion. D'accord? Et Boyer a acquiescé, etc. Alors, quelle est donc la position, quelle critique que l'on peut faire de cette affaire, au lieu de s'agmouter sur une position ferme vis-à-vis de la France, parce que la France était une France affaiblie, qui n'avait pas la force d'une évasion à l'époque. La France pouvait faire la menace, mais la France n'avait pas la force. Très bien, très bien. Mais Boyer lui-même pensait que la meilleure façon de combattre l'opposition à son gouvernement, l'opposition interne à son gouvernement, c'était de dire que, d'obtenir de la France
la reconnaissance de Ah, l'indépendance de ouais. l'Ouest. C'est-à-dire à partir du moment où le blanc dit que nous sommes indépendants, donc c'est une victoire. Ouais, ça, c'est une C'est une victoire, etc. Tu vois bien? Ouais. Donc, cette mentalité que nous avons au niveau de l'élite, d'une certaine élite haïtienne, hein, c'est-à-dire l'opinion du blanc compte beaucoup plus que toute autre chose, n'est-ce pas, D'accord. dans le pays, que le pays. D'accord? D'accord. Moi-même, et quand tu penses qu'un petit pays comme Haïti qui n'a pas, et dont l'économie a été dévastée, hein, pendant les guerres de l'indépendance, et qui n'est pas aidé, et voici qu'on a dû immobiliser toutes les ressources pour payer la double dette de l'indépendance, car il y a eu deux dettes. Ouais. Une dette vis-à-vis de l'État français Et puis, et la dette vis-à-vis d'une banque française. une banque française. Parce que pour payer la première tranche, qui Ouais, était de 30 millions de on a francs, dû faire des emprunts. on a dû emprunter auprès d'une banque française pour payer à 6% l'an. Ouais, D'accord? l'intérêt. Alors, comprenez très bien. Hein? Donc, l'État haïtien n'a pas les moyens pour faire face à la situation. J'ai compris. C'est maintenant que je comprends la déclaration de Strauch, qui dit que voilà, nous avons un peuple en Haïti qui a payé la révolution par son sang. Maintenant, ça va plus loin. Il faudra vraiment, ce pays-là va s'endetter parce qu'il Oui. y a des millions et des millions qui Oui. vont être versés. Oui, tous les Français, et tous les esprits éclairés de l'Europe qui étaient en faveur d'Haïti et qui n'étaient pas des réactionnaires, hein, ils ont été fâchés, Bien sûr, hein, du comportement de Boyan, la circonstance. bien sûr. D'accord? Bien sûr. OK? Bon, si vous voulez, disons, vous attaquer à une autre période de l'histoire après la quête de l'indépendance, après l'indépendance, quelle est l'époque qui vous paraît peut-être la plus importante? Bon, et la plus, c'est pas nous, Alors, je ne veux pas exagérer, hein. toutes les époques, Toutes les époques toutes les époques sont importantes. sont importantes, Ouais. d'accord? Mais il y a Maintenant, quand même, il y a une époque ouais. et qui va de la fin du 19e siècle et jusqu'à 1915, D'accord, et que je considère comme une descente aux enfers, d'accord, la cause vers l'abîme, bien sûr. hein? C'est-à-dire où ce qui s'est accentué et dans nos mœurs politiques, et c'est la guerre civile. D'accord. La guerre civile, hein? Il y a eu une grande instabilité. Hein? Alors je demanderai immédiatement quelles sont les causes de cette instabilité. Oui. Il y a le gouvernement éphémère, il y a enfin tout ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Bon, maintenant, les Haïtiens se sont entendus très bien avant 1804 et après 1804, voilà, c'est la chute, c'est une descente en enfer qui n'en finit pas. Oui, maintenant, vous m'avez demandé des périodes qui sont très, très importantes. Ouais. Alors, et pour te donner satisfaction, ouais. bien que pour moi-même, toutes les périodes sont importantes, mais il y a un fait, l'occupation américaine, qui a été précédée d'une période qui a conduit à cette occupation, c'est la crise de la société haïtienne, de la fin du 19e siècle au début jusqu'à 1915, d'accord, qui a été marquée par l'instabilité, d'accord. Et vous avez eu, après la chute de Thierry Simon Sam, d'accord, où le pays est entré dans une guerre civile, hein, opposant deux projets, hein, le projet de Firmin, qui était un projet, disons, de lumière, un projet d'homme éclairé, et patriotique, qui voulait établir un régime libéral, un régime démocratique, hein, et axé sur l'honnêteté administrative, sur la compétence, hein, c'était ça, le firminisme. Et vous avez un projet de type traditionnel, hein, axé sur la dictature, le pouvoir fort, hein, et sur le militarisme, incarné par Noah Alexis. D'accord? Et nous savons que ceci a donné lieu à un affrontement, hein,
et la guerre civile de 1902, les forces traditionnelles, hein, et sous la dictée de Bois en Canal, hein, ont appuyé Noir-Alexis, contre Noir-Alexis, contre Antoine Fumin, et ils avaient avec eux les Allemands, les forces allemandes dans le pays, d'accord? Hein? Et parce que, bon, n'oublie pas que lors de cette guerre civile, les Allemands ont sauté, hein, ont sauté le bateau haïtien qui se trouvait dans l'arête de Diagonaïde, la crête à Pierrot, d'accord? Hein? C'était pour affaiblir Firmin. Hein? Ils ont pris tard. C'était pour affaiblir Firmin, n'est-ce pas? Et ouvrir la voie à Noir-Alexis. Noir-Alexis a établi une dictature féroce, brutale dans le pays, mais après lui, hein, de 1908 à 1915, pendant 7 ans, nous sommes entrés dans une grande instabilité. Pendant 7 ans, on a eu 7 gouvernements en 7 ans. Bien sûr. 7 gouvernements en 7 ans, d'accord? On a eu Antoine Simon. Après Antoine Simon, ce fut Lecomte, hein? Et Lecomte lui-même, il est resté plus d'une année au pouvoir, mais le palais a été incendié avec lui. Bien sûr. Hein? Son remplaçant, Tancred Auguste, notre du Nord, hein? Frappé d'une crise, dit-on, de dysenterie, il est mort. Hein? Il est mort au palais, le mort au palais. Après lui, on a eu le premier chef d'État haïtien. Hein? On a eu Michel Aurès, hein? Le premier civil. C'est un intellectuel. Après Aurès civil, vous avez eu une mobilisation des Cacos du Nord et de l'Artibonite. Le chef des Cacos de l'Artibonite, Aurès Zamor, est rentré à Port-au-Prince. Il a pris le pouvoir. Il a gardé, après quelque temps, un chef Caco est sorti du Nord-Est, hein, David Martin, Théodore. Il est rentré, il a pris le pouvoir. Après quelque temps, David Martin, Théodore a perdu le pouvoir. Hein, il a été renversé par Villebrun, Guillaume Sam. Et nous savons que, 27 juillet 1915, d'accord, et puis il y a eu un soulèvement contre Guillaume Sam, il a subi des tirs au Palais national, il a pris refuge à l'ambassade de France, etc. Bon, le pays a sombré dans une anarchie, et les Américains, qui étaient tout près, n'est-ce pas, qui avaient déjà préparé leurs troupes là à Guantanamo, ils ont profité pour envahir le pays. Donc, vous avez donc la crise politique, hein, l'instabilité politique, la guerre civile, ça a affaibli le pays. Bien entendu, il faut dire que les Américains avaient déjà leur politique. Hein, ce n'est pas une politique concernant Haïti seulement. Ils avaient leur politique, hein, au sujet de la Caraïbe, au sujet de l'Amérique latine. C'était donc l'Amérique aux Américains, la doctrine de Monroe. Hein, les Sud avaient pensé que Haïti, là où était Haïti, hein, il fallait coûte que coûte occuper Haïti pour que Haïti ne tombe pas entre les mains des Allemands, qui étaient leur ennemi principal. D'autant qu'ils construisaient le canal de Panama. Et là où est situé Haïti, en face du canal de Panama, donc c'était une zone stratégique à contrôler. D'accord? C'était une façon, si vous voulez, d'expulser les autres pour qu'ils puissent. Oui, bien sûr, parce qu'ils avaient déjà fait, depuis Antoine Simon, ils avaient commencé une politique de pénétration, bien sûr, hein, et à travers la compagnie de chemin de fer, à travers des plantations de champs de bananes, etc. Mais maintenant, ils n'avaient pas encore de manifestations de présence sur la forme militaire. Ils n'avaient pas encore placé leur homme au pouvoir. D'accord? Maintenant, en 1915, ils ont pris les choses en main et pendant 19 ans, ils ont occupé directement, n'est-ce pas, le pays. D'accord? Je demanderais immédiatement, oui.
quelles seraient les répercussions de l'occupation américaine? C'est-à-dire, nous avons eu de 1915 jusqu'à 1934, c'est ça? Et puis, après, quelles ont été les répercussions sur Haïti? Bon, L'occupation américaine d'Haïti. bon. Tout d'abord, à plusieurs points de vue, je dirais que sur le plan économique, ça a favorisé une pénétration de type néocolonial. Et en Haïti, tu vois bien, pas la colonisation sur la forme traditionnelle, etc. Mais vous avez beaucoup de compagnies non-américaines, n'est-ce pas, qui ont pu s'implanter en Haïti, n'est-ce pas, notamment dans le domaine agricole. D'accord? Et au niveau du WAF, etc. Et ils sont juste renforcés au niveau de la banque, etc. Et par exemple, même de l'administration publique, le conseiller financier américain avait plus d'autorité que le chef d'État. Hein? Parce que pour les opérations, pour les dépenses de l'État, hein, c'est le conseiller financier américain qui devait autoriser le conseiller financier un Américain, désigné par le président américain, nommé par le chef d'État haïtien, mais c'est lui qui devait autoriser les dépenses de l'État haïtien. D'accord. Ils avaient trois Américains, le conseiller financier, le receveur de douane, hein, et le responsable de l'armée, etc. C'était les trois qui représentaient les États-Unis, etc. Donc, en termes économiques, c'était, hein, disons, Haïti est devenu une dépendance, hein, des États-Unis. Maintenant, sur le plan politique, ça a donné lieu à un vernis de modernisation. À un vernis de modernisation politique. Ça donne l'apparence de modernisation politique. En ce sens que l'armée a été apparemment mis de côté de la vie politique. D'accord? Et avant, c'était les militaires qui décidaient qui devait venir président, etc. Et qui devait rester président ou bien qui ne devait pas rester président. Maintenant, pendant toute la période de l'occupation, d'accord? Bon, en principe, cette tâche est retournée au Parlement. C'est-à-dire que pour Sud-Datignav et pour Borno, pour Vincent, n'est-ce pas, c'est le Parlement. Une question. Oui. Est-ce qu'on peut confirmer qu'après l'occupation américaine d'Haïti, que ça a suscité une sorte de multiplication ou remultiplication des cadres en Haïti? Bon, ce qu'on a constaté, c'est que pour diriger le pays, les Américains se sont appuyés sur une base sociale. Le secteur social sur lequel ils sont appuyés, c'est l'élite mulâtre. Parce que si vous regardez, l'élite mulâtre, c'est-à-dire que vous voyez bien qui étaient les chefs d'État. Sud-Datignav, mulâtre. Louis Borno, mulâtre. Vincent, mulâtre. Ensuite, après, Lescaut, mulâtre. D'accord? Donc, l'élite mulâtre, hein, donnait le ton à la société haïtienne, etc. C'est l'époque où on avait créé le cercle Bellevue, hein, et sur la route de Moudon, hein, et à proximité de Port-au-Prince, qui était fréquenté par l'élite mulâtre, hein, et par les Américains, et les Noirs n'étaient pas admis, n'est-ce pas, au cercle Bellevue. Donc, il faut dire que une partie des occupants, c'était des gens que le gouvernement américain avait organisé, c'était des racistes. Bien sûr. C'était des racistes qui venaient des États-Unis. Ouais. D'accord? Et le même mépris qu'ils avaient vis-à-vis des Noirs américains, eh bien, ils avaient charrié ce mépris-là, n'est-ce pas, vis-à-vis des Haïtiens, etc. Donc, ça a exacerbé
ça a quelque peu exacerbé, n'est-ce pas, le mécontentement de certains, d'un courant de l'élite haïtienne, Bien, hein, donc l'école indigéniste, bien sûr. hein, Bien. hein, et la réaction, on a eu ça à travers un homme comme Jean Price-Mans, qui a Jean écrit Marie-France, ainsi par la d'accord. langue, l'école D'accord. indigéniste, et, etc. OK? D'accord. Donc, Alors alors, là, et, parlez-moi un petit peu de cette entente, si vous voulez, qui a eu lieu entre des hommes comme Jean Price-Mans, Jacques Roumain, il y avait quelqu'un de, il y a un grand poète encore, là, comment il s'appelle? Il a écrit les 10 hommes noirs, Exerviller. Hein? Est-ce qu'ils n'avaient pas participé, eux, est-ce qu'ils n'avaient pas, je crois qu'ils avaient formé d'abord un groupe non, pour, je ne sais pas s'ils ont négocié, si vous voulez, avec les représentants des États-Unis, mais quand même, ils travaillaient ensemble et finalement, on a eu la désoccupation, disons, en 1934. bon. Et il y avait Price-Mars, il y avait Jacques Roumain et je crois qu'il y avait également Edgar Villers. Il y a eu plusieurs types de réactions D'accord. vis-à-vis de l'occupation Bien. américaine. Bien. Il y avait l'occupation armée, l'occupation violente, radicale, D'accord. et c'était l'action épique Oui, de Charlemagne Péral, oui. de Benoît Batraville, etc., de Très Pierre bien. Sully, etc. Bon, ça, Alors, il y c'est avait une cette chose. lutte Il y avait, sur le plan militaire. il y avait la lutte de type intellectuel, hein, et qui était menée par différents courants, je dirais, indigénistes. D'accord. Hein? Et il y avait plusieurs types. Il y avait plusieurs types. Il y avait ce qu'on appelle le courant de l'Union patriotique, Okay. hein, incarné par Georges Sylvain. Hein? Il y avait le courant modéré, hein, et incarné par Jean Price-Mars. Il y avait le courant, je dirais, de gauche, incarné par Jacques Roumain, hein, etc. Un homme comme Jacques Roumain. Et pendant la période de l'occupation, je sais que si on additionne le temps qu'il a passé en prison, pas de trait, mais si on additionne les différents mois, ça fait environ 7 ans qu'il a passé en prison. Hein. Pas 7 ans d'allié, d'accord? Hein? Il a arrêté monsieur, il l'a gueulé, etc. Ça fait 7 ans. Et il y a également même les résistants de la dernière heure, hein, comme Seigneur Vincent, etc., etc. Donc, il y a eu plusieurs courants. Il y a plusieurs courants, n'est-ce pas, de résistance, hein, et face à l'occupation. Donc, mais eux tous ont un point commun, c'est-à-dire l'occupation doit prendre fin. C'était là le point commun. Maintenant, au niveau de leur style, d'accord, il y en a qui voulaient faire ça de manière radicale. Il y en a, n'est-ce pas, qui voulaient que ce soit par la négociation, etc. Mais eux tous, ils avaient un point commun, l'occupation devait prendre fin. D'accord. C'est ce que je veux dire. D'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Mais, et puis, après l'occupation. Oui, après l'occupation, alors, il y a une question là que tu as posée, à laquelle je n'avais pas encore totalement répondu, et concernant l'impact de l'occupation sur, j'ai dit sur le plan économique, il y a ce qu'on appelle la néocolonisation. Maintenant, sur le plan politique, ils ont laissé en place, ils ont mis en place un instrument. Les Américains ont laissé un instrument pour mener le jeu politique en leur faveur. Et cet instrument politique, ça a été la gendarmerie d'Haïti. D'accord? Ils ont détruit l'armée indigène, l'armée créée par Dessalines, hein, en 1803, pour la remplacer par
la gendarmerie d'Haïti. Et laquelle gendarmerie d'Haïti, pendant longtemps, a été dirigée par des Américains. Bien. Hein? Les Haïtiens, n'est-ce pas, ne dépassaient pas le grade de capitaine. Hein? Le premier colonel haïtien qu'on a eu, c'est à la veille de l'occupation qu'on a mis, que les Américains ont mis en place, et Calix, Ah, hein? Demosthène Petrus Calix, comme colonel de l'armée, comme chef de la garde d'Haïti. D'accord? Donc, cette armée et cette gendarmerie qu'ils ont formée, ça a été un instrument, ouais. hein, qu'ils ont pu utiliser pour contrôler le jeu politique. D'accord? En leur absence. Oui. Et si tu vois bien, Ouais. quels sont ceux qui ont, ont participé à la chute de l'ESCO, hein, la junte du 11 janvier 46, ça a été les membres, n'est-ce pas, disons, de cette gendarmerie. Hein? Et Paul Magloire est sorti de cette gendarmerie. D'accord? Hein? C'est cette gendarmerie qui a renversé également Estimé. Estimé, d'accord. Et tu vois bien? Cette gendarmerie qui a créé Kébo, qui a donné le pouvoir à Duvalier, etc. D'accord? Donc ça a été un instrument. L'avenir des États-Unis. Oui, c'est ça. Tout à fait assuré. C'est ça. Hein? C'est un instrument. C'est un instrument, tu vois bien. Tu vois bien? Maintenant, ils ont, et au niveau de ce qu'on peut appeler la classe politique haïtienne, hein, ils ont pu avoir à leur service des hommes, hein, des acteurs, des personnalités, hein, je dirais qu'ils ne voient et respirent que par les États-Unis. Hein, c'est-à-dire, pour eux, être un bon homme politique, ce sont des satellites. oui, ce sont des satellites, ce sont des gens et qui ne pensent pas haïtiens, qui ne pensent pas pour le pays. C'est-à-dire que blanc d'ou mourir. C'est fini. D'accord. Ça blandit. C'est ça. Voilà, ça blandit. Ça blandit. Parce que. On va s'arrêter un moment là sur quelqu'un. Parlons un peu de Vincent. Vincent, je ne sais pas, mais durant ses premiers écrits de journaliste, il parle de ce pays-là qui est tout à fait dépossédé et qui dit que telle ou telle zone, si vous voulez, de l'économie est assurée par les Italiens, par les autres, par les Allemands, etc., etc. Donc, alors moi, j'ai cru entendre le discours d'un Haïtien authentique, c'est-à-dire que je pensais que c'est quelqu'un-là, une fois qu'il serait président, qu'il aurait accompli des merveilles. Et ce même Vincent, eh bien, s'est révélé un président assez cruel et vraiment, hein, qui a, disons, commis des choses irréparables. Bon, c'est-à-dire que Vincent est connu avant d'accéder à la présidence comme un nationaliste. Oui. C'est au nom du nationalisme qu'il a accédé. Qu'il a pris le pouvoir. Et la jeunesse de 1930 l'a appuyé parce que pour les jeunes de l'époque qui voulaient voir partir les Américains, ils ont dit, nous avons appuyé Vincent parce que de tous les candidats, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui exprimait nos idées. D'accord, premièrement. Deuxièmement, dans son discours d'investiture en 1930, il a dit, je continuerai à lutter pour la liberté et pour la libération de notre territoire. OK? C'est une reconfirmation. Ensuite, il faut savoir que cet homme-là, président du Sénat, quand les Américains ont décidé de détruire le Parlement pour imposer leur constitution, il y avait un capitaine américain qui était allé à son bureau, au Parlement, Vincent, l'a foutu à la porte.
Donc, un homme comme de ce genre, Un homme qui met à la oui, porte un représentant le de représentant des États-Unis, de l'armée de américaine. l'armée américaine. D'accord. Foutez-vous dehors, vous n'avez pas le droit. Donc, OK. Bon. Maintenant, cet homme arrive au pouvoir. Il est monté, il est élu par un parlement dominé par des nationalistes. Car il y a eu des élections, c'est deux élections. Il y a eu en 1930. Il y a eu les élections pour le Parlement d'abord. Oui, et ensuite. Ce sont les parlementaires, une fois réunis, ont Oui, élu au deuxième degré. degré, ont élu le président. Donc, ce sont les parlementaires nationalistes qui l'ont élu président. Et je vous ai dit tout à l'heure, il a promis, n'est-ce pas, de continuité pour la liberté et pour la libération du territoire national. Maintenant, il arrive au pouvoir, il est en face d'une situation. Ses alliés au Parlement, dont Jolibois, président de la Chambre des députés, qui avait lutté beaucoup pour lui, pour qu'il devienne président, exige de lui qu'il fasse des démarches pour mettre fin à l'occupation. Parce qu'il l'avait promis, c'est ce qu'il avait promis. Oui. Donne-moi le pouvoir et je vais libérer le territoire. Maintenant, il a dit, écoute, là, il doit négocier avec les Américains. Mais ce n'est pas la même chose. Quand il était candidat, je croyais, mais maintenant il est président, c'est autre chose. Il doit négocier avec les Américains. Il y a eu de nouvelles élections pour la Chambre. Tous ceux qui étaient contre lui, c'est-à-dire qui lui faisaient des exigences pour obtenir, pour l'obliger à tenir ses promesses, ils n'ont pas été réélus président. Ils n'ont pas été réélus député, dont Jolibois. Jolibois, qui était son bon ami, il l'a foutu en prison. Il l'a laissé mourir en prison. Si bien, à la prison de Port-au-Prince, il y a un cachot qu'on appelle cachot Jolibois. Oui, c'est vrai. Cachot Jolibois. D'accord? Bon. Pire que ça. Cet homme que l'on disait nationaliste, les nationalistes, vous devez quand même défendre l'intérêt de la patrie. C'est ça. Hein? Mais quand, du 2 au 4 octobre 1937, le dictateur Trujillo a fait assassiner oui, les veuves dominicaines. Plus de 10 à 15 000 haïtiens en République dominicaine. Hein? Vincent a essayé d'étouffer l'affaire. Dans un premier temps, il n'a rien dit aux Haïtiens. On a trouvé dans les archives une lettre qu'il a adressée à M. Évry Moncalier, qui était son ambassadeur à Ciudad Trujillo, en République dominicaine, voilà, où il a dit qu'il sait que le président Trujillo n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça fait? Et ensuite, quand aux États-Unis, des syndicalistes non américains, des Cubains, des Mexicains se sont mis debout, ont fait pression, ont même demandé au gouvernement américain de cesser toute relation avec Trujillo, eh bien, l'ESCO, et pas l'ESCO, Vincent, Assemblée, accepté d'ouvrir les négociations avec Trujillo. Une commission interaméricaine a été formée pour faire une enquête sur le crime et quelques temps après, prétendant que cette chose va trop lentement, les enquêtes prennent trop de temps. Le gouvernement de Vincent a fait une déclaration disant qu'il opte pour la négociation bilatérale. Négociation bilatérale,
c'est-à-dire la République entre la République dominicaine. dominicaine et Haïti, il va régler la question à deux, en tête à tête. D'accord? Il a laissé la stratégie multilatérale Bien pour la sûr. stratégie bilatérale. D'accord. Et ça cachait une magouille, et c'est parce que le gouvernement dominicain avait promis à Haïti un argent pour faire le casse-frais pour ça, Ouais, sous prétexte, bien sûr. sous prétexte de dédommager les parents des victimes. D'accord? Par la vérité, pour lui a donné une première tranche de 250 000 dollars, et il avait promis de donner une balance de 500 000 dollars, mais finalement, Haïti n'a reçu, quand il dit Haïti, bon, le gouvernement récent n'a reçu que 525 000 dollars pour tout ce crime. Et les parents des victimes n'ont rien reçu. D'accord? Alors, c'est un, c'est un malfaisant politique, ce Vincent-là. D'accord? Premièrement, c'est un faux nationaliste. Et deuxièmement, ce type, il n'a rien de démocrate chez lui. C'est un démagogue. C'est un démagogue. C'est quelqu'un qui te dit, avec les 3 B, on peut diriger Haïti. BA, c'est bâton, bouillon, bamboche. Qui te donne plusieurs carnavals pendant l'année. Bah, ici, bamboche. D'accord? Pour À l'occasion, oui, pour vider le peuple de la confusion. C'est ça. Hein? À l'occasion des fêtes patronales, hein? Fêtes perpétuelles, fêtes Sainte-Anne, fêtes Notre-Dame. Il fait distribuer de l'argent de la quartier populaire, etc. Bah, bouillon, comme si, bah, un bouillon, un plat de bouillon pendant un jour, ça te suffit pour satisfaire le peuple, etc. Tu vois bien? Et cet homme, avec ce système-là, il a fait école. Il a fait école dans ce pays. D'accord? Nous trouvons cette même pratique-là. Justement, Chez ses successeurs. nous parlons là d'une crise permanente au niveau de l'État, chef de l'exécutif présidentiel haïtien. Voilà, j'ai enfin lu quelques livres, beaux livres d'ailleurs, pour dire que la majorité des présidents voudraient maintenir le pouvoir à vie. Est-ce que c'est quelque chose de culturel ou faut-il consulter l'histoire, l'anthropologie ou la psychiatrie? Non, moi-même, c'est politique. Politique. Et moi-même, je pense que ça découle du système politique haïtien. Le système politique haïtien, c'est pas une affaire de culture. C'est pas une affaire de culture. Et comme tu dirais, qui serait lié à l'âme haïtienne, à l'état d'esprit haïtien. Non. Non. Et parce que il y a des chefs d'État haïtiens, et ils ne sont pas nombreux, hein, mais qui ne se sont pas comportés de cette manière. Par exemple, quand tu prends un nom, je vais prendre un cas. Michel Saget. D'accord. Michel Saget, hein, il a été président et en 1870, de 1870 à 1874. 1874, et ça a été la fin de son mandat. Il a été élu pour 4 ans. Hein? Bon, il faut dire qu'il a eu beaucoup de tracas, etc. Il a été un membre du Parti libéral, et le Parti libéral, qui était majoritaire au Parlement, ne l'a pas soutenu, etc. Boye Bachelet était président de la Chambre des députés, ne l'a pas soutenu, etc. Bon, et maintenant, arrivé à la fin de ce mandat, on lui a demandé de rester. Beaucoup d'hommes politiques lui ont demandé de rester. Et il a dit non, je ne reste pas. Il a plié bagage. Hein? Il a pris ses affaires. Il est rentré à Saint-Marc, dans sa ville natale.
Et malgré toutes les démarches, plusieurs délégations Ouais. qui sont allées auprès de lui pour le il a refusé. Il a dit non. D'accord? Ce n'est pas il est un Haïtien. Oui. D'accord? Donc, c'est-à-dire, cette affaire de dictature, ce n'est pas une affaire de l'âme haïtienne. Moi-même, j'estime que c'est une méthode, de gestion, c'est une gestion politique, c'est un type de gestion politique qui découle de l'organisation sociale et économique de la cité. C'est-à-dire que, puisqu'il y a un groupe qui prend le pouvoir pour s'enrichir, qui veut prendre ce groupe-là veut prendre pour lui et ses amis l'héritage colonial, c'est-à-dire les terres, hein, qui a besoin du pouvoir pour le prestige que confère le pouvoir, hein, donc piller la caisse publique. Bien sûr. Donc maintenant, pour pouvoir le faire, il faut qu'il exerce un pouvoir absolu. Ouais, c'est ça. Hein, il faut qu'il exerce un pouvoir absolu. À la Papadon. Oui, bien sûr. D'accord. Et ce n'est pas un hasard. Si vous voyez, beaucoup de chefs d'État qui ont succédé à Vincent, puisque nous parlons de Vincent, et Lescaut. Lescaut a été ministre de l'Intérieur de Vincent. Bien sûr. Il a été son ambassadeur à Washington et à Ciudad Trujillo. Bien sûr. Hein? Voilà pourquoi là, on a retrouvé les lettres entre Trujillo et... Magloire était chef de la sécurité de Vincent. Oui, la même chose. D'accord. Et Duvalier, l'un des principaux conseillers de Duvalier, François, ça a été Stédio Vincent. Quand il a prêté serment, le jour où il a prêté serment, le 22 octobre 1957, quand il a laissé le Parlement, il n'est pas allé au palais. Il n'est pas allé chez lui. Il est allé voir Vincent pour que Vincent lui donne des conseils. Hein? D'accord? D'accord? C'est Vincent qui lui a donné le conseil. Il dit, si vous voulez mater des joies, nommer Duvigneau comme ministre de l'Intérieur, qui est mieux là comme lui. D'accord? OK. Donc, le vincentisme, hein, comme système de bluff, comme système de corruption, d'accord, de démagogie, hein, ce n'est pas un hasard. Si vous voyez bien, sous Duvalier, vous avez eu plusieurs carnavals pendant l'année. Oui, c'est ça. Hein? Chaque fois qu'il y avait quelque chose. Carnaval des fleurs, hein, etc. Comme le carnaval pour 2 ou 3 carnavals. C'est ça. C'est ça, oui. C'est un peu ça le point. Si vous aviez à faire un choix en 1957, non, j'avais mon choix en 57. Oui. Mon choix en 57, c'était sentimental. Jumelle. Non, c'était Fiolet. D'accord. Parce que j'étais au Bel Air. Oui. D'accord, j'étais au Bel Air. Et je vivais au Bel Air, de la zone du Perpétuel Secours, à la rue Ancaillou. Et tout le quartier était fioliste. Hein, parce que Bel Air, c'était le quartier de Fiolet. Parce que Fiolet, c'est le fils du Bel Air. Bien sûr. D'accord, c'est l'école, etc. Tout le lycée était fioliste, donc j'étais fioliste. Et Fiolet, c'est un bel orateur qui parlait bien. Il y a un discours qu'il a fait, et je l'écoutais à la radio, il n'avait pas l'âge pour le fréquenter, des petits mounas etc. Mais je l'écoutais à la radio, il a dit, je vais dire ça en créole comme il l'a dit, hein, tant pis, s'il vous plaît, pas quitter Duvalier pour un pouvoir. C'est moi qui dormi avec Jean, nous connaissons Jean. S'il prend pouvoir, le pape Jean Bailly, il va plus me la guérir. Et c'est révélé un grand prophète. D'accord? Oui, malheureusement. Il dit, c'est mon dommage pour qu'on Jean. D'accord? Donc, tout le quartier, n'est-ce pas, était fioliste, etc. Donc, maintenant,
Et, Mais et dites-moi, il y a des gens qui me disent d'abord que il a été choisi comme président provisoire pour apaiser, disons, toute la tension qu'il y avait à Port-au-Prince, etc., puisqu'il était il est très populaire, oui, très très populaire, très populaire. populaire, on l'écoutait, et Non, c'est pas du bluff, il était réellement oui, populaire. s'il demandait aux gens de rentrer chez eux, il l'aurait fait, etc., c'est ce qui a été fait. Mais on me dit que malgré cette accession à la présidence, il pensait quand même qu'il aurait pu encore participer aux élections. Oui, Est-ce que vous... oui, Oui, donc, mais d'après la... je remarque bien. Oui, d'après la Constitution. Je n'étais pas encore dans les arcanes de la politique, tu vois Bien, bien. J'étais un d'accord. élève du lycée, tu vois Bien bien, sûr, en bien sûr. sixième, Oui. tu vois bien. Mais, et, Ça, c'était et- l'article 85. Je oui, sais pas. mais je pense, mon interprétation aujourd'hui, Mhm. c'est qu'il voulait aller, il voulait rester comme candidat à la présidence. Mhm. Parce que on lui a posé une question, une journaliste qui lui a posé une question, j'ai lu ça après, Mhm. et, mais qui lui a dit, mais président, la Constitution ne vous autorise pas à être candidat. Je dis, ai-je pris le pouvoir au nom de la Constitution? Mhm. Point d'interrogation. Il est resté là. D'accord? Alors, j'estime que il y a eu beaucoup de manœuvres. J'estime que l'erreur de Fiolet, c'est que il a pris le pouvoir. Oui, la raison était noble, la Mhm. raison apparente était noble, Oui. apaiser la situation, éviter la guerre civile dans le pays, Bien. parce que le pays était, après le 25 mai, était au Ah, bord de la guerre civile. oui, oui, D'accord? Il c'est fallait ça. quelqu'un Ouais. pour apaiser la situation. Mais celui qui a monté le coup pour lui offrir le pouvoir, c'est Duvalier. Hein? Parce que Duvalier avait pensé Mhm. que, et dans cette affaire, dans cette ambiance-là, qui se développait, déjà ayant avec lui des membres de l'état-major de l'armée, Mhm. hein, déjà pouvait facilement devenir président. Mhm. D'accord? Mais il n'a pas voulu. Non, il fallait barrer la route à des fois. Après. Barrer la route à des fois. Donc, il fallait placer Fiolet comme président, c'est-à-dire couper l'alliance. Ou bien qui Couper la... existait entre Desjoies Il y et... avait une Oui, alliance de fait. oui, d'accord. Il y avait une alliance de fait entre Desjoies et Fiolet. Hein? Sur quoi? Sur le collégial. Parce qu'il y a un gouvernement qu'on Mhm. appelait le gouvernement collégial, c'est-à-dire que, c'est-à-dire avec plusieurs, à plusieurs têtes. Oui, Hein? Il y voilà. avait, je crois, 10 ou 11 ministres, Ouais. d'accord? Et tous Et, les candidats étaient étaient représentés. représentés, d'accord? Et Duvalier, ayant réalisé que les portefeuilles des affaires étrangères et de l'agriculture ne lui convenaient pas, a retiré ses candidats, a retiré ses ministres du gouvernement, a déclaré que le gouvernement est devenu un gouvernement croupion. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, il a combattu le gouvernement en mobilisant ses partisans de la tribunite, de la grandeur, etc. Donc, et il a utilisé également ses amis de l'armée. Il avait ses amis au niveau de la partie intermédiaire de l'armée, quelques lieutenants, quelques capitaines de l'armée. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, quand il a offert bien dire, avec l'assentiment d'une partie de l'Église catholique, que Fiolet devienne président, hein, c'était un cadeau empoisonné. Mhm. Oui, bien Hein, sûr, bien hein, sûr. parce que l'homme qu'on a mis comme président, qui est beau, Chef d'état-major. chef d'état-major, c'était Ouais. l'ami de Duvalier. C'est vrai. C'était l'ami de Duvalier, mais personne ne le savait. Ah, oui. D'accord? Donc, quand on fait de la politique, on doit avoir des renseignements. Dites-moi, peut-on comparer le macoutisme qui a été formé par institutionnalisé par Duvalier au gantérisme d'aujourd'hui? Parce que
Moi, je trouve que tout ce que le macoutisme a réalisé au pays, c'est simplement montrer qu'il n'existait vraiment pas d'avenir pour notre pays. C'est-à-dire, il faisait tout, euh, tous les pouvoirs, il n'y avait pas de limite du tout. Et c'est ce que font les gangsters d'aujourd'hui. Non. Moi-même, j'ai traversé toute la période. Je vous dis, en 56-57, j'étais au lycée. Oui, Donc, j'ai vécu, à mon âge, après j'ai 84 ans. Donc, je suis passé par toute cette période-là. Donc, j'ai vu, j'ai compris. Hein? Et, et quels sont les faits? Avant de comparer, quels sont les faits? Duvalier, pour asseoir son pouvoir, pour exercer sa dictature, a créé la milice de Mapoutis comme un instrument pour contrebalancer l'armée. Bien sûr. Hein? Parce que l'armée est renversée devant ses estimés. Avec des velléités. Hein? Il ne fait pas confiance. Ouais. D'accord? Ouais, bien, il ne fait pas confiance. C'est vous qui lui avez donné le pouvoir. Il a révoqué Prévost. D'accord. Et les autres chefs d'état-major qui sont venus après, ils ne les gardent pas longtemps au pouvoir. Ils créent une stabilité. D'accord? Donc, son obsession, c'était donc de neutraliser l'armée. Donc, il a créé la milice corps. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, il est le chef unique et absolu de la milice. D'accord? Tout, quand on passe pendant la journée auprès du palais national, vous voyez les gros chefs Bakout, ils sont aux abords du palais. Ils ne font rien là. Ils sont à la disposition du Duvalier qui peut les appeler à n'importe quel moment pour leur donner des missions. D'accord? Il y a un chef. Il y a un chef. Il donne des délégations de pouvoir à des chefs, etc. OK? Bon. Donc, c'est un corps, je ne dirais pas formé, mais structuré. Pas formé, non, c'est-à-dire pas formé du point de vue militaire et en attaque militaire, n'est-ce pas? Mais structuré. D'accord? Et il mettait mon nez pour il mettait Cardel bon côté, il mettait Sanet Balmire, et Jérémy, etc. Il mettait Pelota et au Cap, etc. Un peu partout. Il dominait tout, tout, etc. par ces gens-là. D'accord. Bon. Ensuite, il avait la capacité de les sanctionner également, parfois. Pas constamment. D'accord? Hein? Mais il a sanctionné, il estimait que si nous font bagage qui pas fait le plaisir. Oui. D'accord? Ensuite, l'équité, qui ça encore, certains chefs Bakout rançonnaient les gens, les propriétaires de magasins. Oui, d'accord. Hein, les propriétaires de magasins, à l'exiger au point de com, etc., etc. OK. Il faisait des abus également. Il prend mes petites filles ou pas, ou une fille à pas voulu, ou qui disparaît tout son bail comme ça, ou qui oublié, etc. Bon, toute ta famille. OK. Bon. Mais maintenant, qui ça moins cognien? Quels sont les faits que moins cognien? Bon. Moins et que vient des mondes qui sortis dans le même quartier populaire avec Makoutio, dans la Coubria, la Saline, tout le quartier populaire, même bagaille, c'est même clientèle sociale là. Mais il n'y a pas répondre donc chef. Il n'y a pas un seul chef à la tête, comme vous dites. Et deuxièmement, moun sa yo, yo rançonné, oui, il a rançonné moun, mais yo rançonné même moun qui dans même classe sociale avec eux.
Je prends, je prends quelques grands, je prends ça de quelques grands privilégiés, mais pas en pile. D'accord. D'accord? Autrement dit, au lieu d'être au service d'un chef d'État, j'ai l'impression qu'il est plus au service de quelques grands nègres dans la société, dans la classe privilégiée. Et puis, yo, yo, yo créé un système côté, yo éclaté l'État. Par exemple, il y a pris taxe sur le monde dans la rue, machine qui a passé, etc. Du valide qu'on fait ça, oui. Mais tout l'argent, c'est qu'un monde, Ouais, ouais. il fait porter l'argent bali au palais. D'accord? Mais bagay ça, il y a plusieurs têtes qui ont fait. C'est multipolaire. C'est multipolaire. Son corruption liée, dans les deux cas, c'est corruption, mais sous corruption, sur du Valia, il était en corruption ordonnée, ça lui-même sous corruption désordonnée. Donc, alors, pour moi-même, je suis capable de dire, si vous me faites une comparaison, je suis capable de dire, tous les deux, ça traduit en désordre, mais qu'on y a le pire. D'accord. Le pire. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite là-dedans. C'est-à-dire que, et longtemps, on m'a coup de fond mon abus, on capable de chercher un autre pig, on m'a coup, quoi côté du Valais, c'est ça. Quoi côté du Valais, peut-être qui revient dans les oreilles, qui a les oreilles, ça on va gagner. On va gagner ça. Pas ça. Donc, c'est que, ça, la crise, ça traduit une dégradation de la crise de l'État, de la crise de la société, etc. D'accord? C'est-à-dire l'État dégringolé, l'État débordé. Oui. Oui. Que faudrait-il faire pour pouvoir conduire Haïti vers la décence, vers la lumière, à un état de droit? D'abord, est-ce une utopie d'y penser? Non. Et moi, je pense que le pays ne peut pas vivre sans utopie. Il faut une utopie, il faut un rêve. Il faut un rêve pour Haïti. Hein? Et, et maintenant, la Chine est la deuxième puissance du monde. Ils ont un rêve. Hein? Et n'oublie pas, il y a environ 40 à 50 ans, la Chine était un pays pauvre. Hein? Mais il faut dire que après la mort de Mao, il y a eu Deng Xiaoping, un homme qui est venu. Hein? Il a chargé un rêve. Il rêve, monsieur, pour reconstruire la grande Chine. Avant l'arrivée de l'Occident en Chine au 19e siècle, nous étions la plus grande civilisation du monde. Et il faut nous reconstruire la Chine. D'accord? L'idéal, c'est la deuxième puissance du monde. En passe de devenir la première puissance. Donc, c'est utopie, c'est rêve. Nous pensons, nous devons, première condition, la première condition, il nous faut un grand rêve. Dessalines était porteur d'un grand rêve. La construction d'un État indépendant, une société pour Haïti, il ne dépend pas des autres. C'était ça le rêve des Saliniens, l'idéal des Saliniens. Nous l'avons abandonné au profit de quelques intérêts égoïstes, individualistes. Nous devons y retourner. On va retourner dans l'idéal des Saliniens pour m'aller pour peut-être Boulécaille. Il faudra résoudre ce problème de l'antagonisme. Oui, non. Non, il ne faut pas, on ne va pas le même pas me dire. Je vous dis, si me dit besoin changer Haïti, faut changer Haïti. Qui ça signifie? Changer Haïti. Pour me connaître ça, pour changer Haïti.
non. Ma faute enquête, beaucoup de haïtiens de diaspora, qui en ont besoin en Haïti pour nous tourner en Haïti. Un, nous avons besoin pour pays dont nous travail. Nous avons besoin pour Haïti qui travaille là-dedans. Bien sûr. Hein? Donc, comme une politique économique, on a produit en Haïti, qui ça va le produire? Pourquoi besoin qu'on ait? Qui ça va le faire pour le travail là? Pour qu'on ça, les technocrates, les techniciens, va mettre au d'accord ça. Même quand on connaît besoin de créer travail en Haïti. Deux, on a besoin de la santé pour Haïti. D'accord? Bon, pour créer, sur la santé. L'école pour Haïti. Besoin de route pour Haïti. Donc, comme un projet économique et social pour le pays, moins. C'est ça, oui. C'est la première condition. Maintenant, deuxième bagaille, Abdou, il faut que nous ayons la paix dans le pays. Il faut que nous pas de bagaille écraser les eaux, nous pas de bagaille macoute, nous pas de bagaille, même si je ne pas dire sous forme macoute, nous pas de bagaille faire un abus, etc. Parce que macoute, c'est ça, abus, je le dis. Pas de faire un abus, comme par le passé. D'accord, oui. Donc, il faut l'état de droit. Il faut l'état de droit. D'accord. Tout ça, là, gros problème politique pour lui. Ah oui, condition politique là, il faut qu'on ait une équipe d'hommes et de femmes qui prennent pouvoir, qui arrivent au pouvoir et qui connaissent et que ne perturbe pas la donnée. Et il faut que nous respections les règles de l'état de droit. Est-ce que nous avons privé d'un trait? Non, nous n'avons pas arrivé de trait. Nous n'avons pas arrivé de trait. Est-ce que nous n'avons pas arrivé à une grande démocratie d'un trait? Non. Je pense qu'il faut être étapiste. Je pense que l'état de droit doit être objectif. Tout comme développement économique là, ça doit être objectif. Mais il faut passer par plusieurs étapes. Il faut passer par plusieurs étapes. Pour nous arriver à développer l'économie là, faire production, etc., comme créer les conditions, comme créer la confiance pour nous investir dans nos pays, comme faire ça. D'accord? Pour que nous arrivions à l'état de droit, il faut que nous un minimum. Donc, nous avons besoin de monde, besoin. Au départ, on a besoin au départ pour que nous fassions. Bon, je pense que Aristote dit non, depuis l'Antiquité, il faut le juste milieu. Il faut le juste milieu. Sauf fond bagaille, avec vagabond, il va passer. Si tu fais un système avec monde de bien, il va passer. Pour mettre tête dans la société là, il y a un vagabond, il y a monde de bien. Ou même que monde de bien, mais il faut chercher une façon où il faut un espace, où faire fixer les règles. C'est règle pour fixer. C'est règle pour fixer. C'est règle pour fixer. Depuis nous fixer, depuis sortir de règle là, depuis sortir de règle, depuis sortir de l'état de droit, la loi frappe, il va vous frapper. C'est ça, c'est le juste milieu, c'est ça mon question. Bon, professeur, C'est bon ça mon Victor question. Benoît, ça a été une leçon d'histoire. Ah, oui, pas mon pied, pas mon Et pied, le pour connais tout pas le bon. monde qui parle de tout, il n'y a pas pour autant que moi. Ah, mon frère, Et il n'y a pas plus que autant que moi. ok, merci. Il y a pour connaissance autant que moi. D'accord. D'accord? Encore une fois, merci.